Baisser un tout petit peu le son de vos voix pour faire les présentations. Notre présentation va être un peu longue, mais c'est important parce qu'on a beaucoup de personnes à remercier et c'est un projet avec de multiples collaborations. Donc tout d'abord, bonsoir à tous et merci d'être là. Merci à Célébé Youn et Jennifer Rouge et toute son équipe de nous accueillir ce soir. Pour ceux qui ne se connaissent pas, Célébé Youn, c'est une galerie d'art contemporain dont le nom signifie littéralement le carrefour ou plutôt le croisement. Est aussi un lieu de résidence d'artistes et de commissaires d'exposition qui a été fondé en décembre 2020. Le bâtiment a été construit en 1952. Il est un exemple emblématique de l'histoire architecturale de Dakar. La programmation de Célébé Youn est rythmée par des expositions thématiques et monographiques qui mettent en scène des jeunes artistes, des artistes de la jeune génération et des figures majeures de la période postcoloniale. En tant que galerie d'art contemporain, Célébé Youn accompagne ces artistes aussi hors les murs et à l'international. Et le lieu est conçu comme un espace d'échange et de réflexion pour le grand public. Il organise également des programmes publics, composés de tables rondes, de performances ou de récitals littéraires, comme ce soir, on a un atelier un gros ciné-club. Donc je laisse le micro à Fatima. On va essayer de faire tout le monde quand même. Merci à tous d'être venus aussi nombreuses et nombreux. Franchement, ça nous fait plaisir de vous retrouver dans cet espace-là. Et encore merci à toi, Jennifer, de nous accueillir avec autant de générosité et aussi vite, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Donc, Raw Material Company est un centre pour l'art, le savoir et la société. Sa pratique est informée par, bien sûr, la pratique curatoriale qui est au cœur de toutes nos réflexions, mais c'est une pratique qui s'ancre au sein de la société et qui réfléchit à partir de la société sénégalaise, mais aussi en dehors de ses frontières. Le programme est international parce qu'on collabore avec des artistes qui viennent de tous bords, parce que je trouve que c'est aussi une façon intéressante d'informer nos réalités. Et il est articulé par des programmes publics, l'espace Cisco, les Ciné Club, les Box Artistes, et les idéologies qui n'ont pas tellement eu lieu en ce début d'année et qui vont reprendre en début d'année prochaine. Cette fin d'année a été un peu chaotique pour tout le monde, mais voilà, un peu d'indulgence, s'il te plaît. Et on a aussi bien sûr un programme de résidence dans le cadre duquel Amdine et les mutants sont venus, une première année en 2021. Et le chemin se poursuit parce qu'avec tous les artistes avec lesquels on collabore jusqu'à présent, l'idée, c'est vraiment de pouvoir poursuivre le chemin ensemble, donc de ne pas travailler sur un projet et puis passer à autre chose, mais continuer et se construire et grandir ensemble. C'est comme ça que notre pratique aussi s'articule. Excusez-moi, moi je n'ai pas la même mémoire que Fatima, donc j'ai besoin de mon téléphone. Je suis plus vieille aussi, c'est pour ça. Je voulais dire merci à Lydia Tambil aussi, qui est là ce soir, de nous avoir invités dans le cadre du projet Capitale africaine de la culture. Et la collaboration avec le Théâtre national de Kaunas a été initiée par un projet qui s'appelle Deconfining Art pendant la pandémie, avant pour découvrir le potentiel de la collaboration intercontinentale. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne sur 4 ans et qui réunit des artistes, praticiens culturels, décideurs, et qui vise à renforcer la coopération culturelle intercontinentale, à faciliter la mobilité et la co-création. Donc il y a plus de 250 artistes et 2500 représentants d'organisations culturelles qui ont collaboré et qui collaborent encore pour développer un cadre inclusif et durable entre les continents. Donc Fatima va vous parler un peu plus précisément du projet de ce soir. Donc, dans le prolongement de notre collaboration avec l'École des Mutants, avec Stéphane Berlé Bottero, Valérie Missouf qui ne sont pas là et Amdine, on a effectué 2 résidences avec le théâtre Kaunas. La première s'est déroulée durant l'été 2023, dans le cadre de la Biennale, avec Amdine et les Mutants qui nous rejoint juste après. Il y a une deuxième résidence qui a été mise en œuvre pour la réalisation du court-métrage. Et la production cinématographique a débuté en février, donc en Lituanie, et s'est achevée au Sénégal en juin 2024. Et elle s'est un peu prolongée aussi au mois de septembre, parce que c'est à l'occasion d'une résidence à la Bête, en Suisse, que les Mutants vont finir le montage du film. Donc,
Et là, je vais vous parler un peu plus précisément du cadre du projet. Donc, Jonas Mekas et Oswald Serben figurent chacun à leur manière parmi les cinéastes indépendants les plus importants du XXe siècle. Ils sont nés à seulement 8 jours d'intervalle au tournant de l'année 1923. Tous deux ont traversé les tempêtes du XXe siècle, la Seconde Guerre mondiale et l'occupation impérialiste de leurs pays respectifs, la Lituanie et le Sénégal. Tous deux ont croisé la route de figures artistiques et politiques légendaires. Bien qu'il n'y ait aucune preuve connue que les deux cinéastes se soient jamais rencontrés, ils l'ont peut-être fait à plusieurs reprises. L'école des mutants, après de nombreuses recherches sur le terrain et dans les archives, nous invite à imaginer la conversation qu'aurait pu avoir ces deux icônes de la liberté et de l'autonomie farouche, incarnées par le metteur en scène de théâtre Roberta Sianiskas et le cinéaste acteur Alassane Sy. Le film, Dialogue des entre-mondes, réalisé par l'école des mutants, intitulé « Est une spéculation ». La neige de Semineski, l'océan de l'or, un dialogue de l'au-delà. Voilà. Alors, je voudrais remercier les membres du Théâtre Dramatique National de Kaunas et vous présenter un peu l'histoire du théâtre. C'est le plus ancien théâtre professionnel de Lituanie, fondé en 1920. Ils m'ont autorisé à dire leur prénom parce que j'avais beaucoup de mal avec la prononciation des noms de famille, donc il y a Ruta, Edgaras et Esifitus. C'est eux qui ont donc accueilli les mutants pour une des résidentes. Donc, au cours de ces années d'existence, le berceau de l'art dramatique professionnel a survécu au changement de nom du théâtre en lui-même. En novembre 2012, il obtient le statut de théâtre national pour avoir nourri la dramaturgie nationale, l'activité éducative cohérente et le répertoire qui se distingue par sa touche créative idiosyncrasie. Ainsi, ce théâtre s'appelle désormais Théâtre Dramatique National de Kaunas. Merci à vous. Alors, aujourd'hui, la présentation se fait en français, mais tout à l'heure, quand il y aura la conversation, on pourra faire la traduction. We'll make the translation during the panel of conversation in the question if you need. On a invité Cisco à participer à cette conversation et on est heureuse qu'il ait accepté cette invitation. Cisco est un journaliste sénégalais spécialisé en agriculture, titulaire du diplôme supérieur de journalisme obtenu en 2000 au Centre d'études des sciences et techniques de l'information de l'Université Cheikh Anta Diop. Il travaille depuis 2001 à l'agence de presse sénégalaise à Dakar, Ouagadougou, et depuis 2015, il a le blog Le Grenier de Kibili, dans lequel il publie ses chroniques, carnets d'analyse et critiques sur des sujets touchant aux arts, à la culture, à l'histoire, à la mémoire et au patrimoine. Il couvre l'actualité culturelle nationale, pose dans ses écrits une critique de la production artistique des créateurs d'Afrique, et d'ailleurs dans les festivals rencontres littéraires et cinématographiques et autres biennales. Autant d'activités journalistiques et de rendez-vous honorés qui lui ont permis d'acquérir une solide expérience dans la critique et la production artistique de créateurs d'Afrique d'ailleurs. Et merci Cisco d'être parmi nous ce soir. Cisco va être accompagné de Dominique Djabé, de Pape Lopi et d'Amdine pour cette conversation qu'on présentera après. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux de modérer cette conversation, cette discussion avec les trois artistes, parce que je crois qu'ils ont ça en commun. Je vais présenter d'abord les emplois. Pablo Pi, en commençant par Pablo Pi, scénariste réalisateur, qui a commencé au cinéma il y a une quinzaine d'années, un peu plus. Et il est la première promotion de cinéma lieu, que certains d'entre vous connaissent ici, fondée par Abdelaziz Boué, et qui a formé comme incubateur une grande partie des, on va dire, des jeunes qui sont plus jeunes aujourd'hui, qui font le cinéma en tant que technicien, en tant que régisseur, en tant que réalisateur et certains en tant que producteur aujourd'hui au Sénégal. Donc Pablo Pi a son actif un premier film qui s'appelle L'Âme, qui a été sélectionné au FESPACO. Ensuite il a fait Thème avec Christophe Rollin.
d'année d'argent au JCC de Carthage. Et en 2023, il fait son premier long métrage fiction, Le Mouton de Sada, mention spéciale au dernier Festival en mars 2023. Amedine est artiste, il est aux confluences de plusieurs arts, la photo, le cinéma, l'installation, enfin la peinture. Et il est bibliothécaire de formation. Et il est sénégalo-mauritanien, comme beaucoup de nos compatriotes. Il est né à Nouakchott. Il s'est ensuite installé en Belgique. C'est bien ça. Et si je reprends ce coup, vous me dites. Donc, il est intéressé par les thématiques de migration et de l'identité, une quête permanente pour lui. Ce sont des thématiques qu'il interroge dans ses travaux. Depuis, on va dire, une dizaine d'années maintenant. C'est ça. Alors, Toné Diabé, et j'ai préféré finir par lui parce qu'il est à la base journaliste comme moi. Donc, il est artiste, il est chercheur et il est le rédacteur en chef fondateur de Chimorenga Magazine, basé au Cap. Et Toné est très centré aussi sur la musique, mais les connexions de la musique avec ce que ça porte comme histoire, comme histoire à raconter et à interroger. Il est aussi très, très préoccupé par le fait de faire parler les archives. Il est dans des projets qui chaque fois ont ce point commun de toujours chercher à trouver ce qu'il y a eu avant, il y a 20, 30, 40, 50 ans, ou même plus. Alors on va parler de ce film. Je ne sais pas par quel bout le prendre, mais je vais le centrer sur Sembène d'abord, la première question, sur Sembène, dont on a célébré le centenaire l'année dernière, et ça continue d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont organisées dans ce cadre-là. Quel est le lien, la question s'adresse à vous, toi, que vous faites dans votre travail, avec le travail de Sembène, avec la figure de Sembène, avec le travail de Sembène comme représentatif du travail d'une génération qui est la sienne, la génération des pionniers du cinéma en Afrique. Quand on dit Sembène, comment est-ce que ça vous parle? Vous avez un micro ici, n'ayez pas peur. Merci Sissoko pour les présentations et pour parler de Sembène. Moi, c'est Ousmane, quand j'ai découvert ce film, parce que je ne connais pas la personne comme ça, quand j'ai découvert son œuvre, je me suis rendu compte qu'il parle des sujets que je connais, que je vis au jour le jour dans la société, et ces sujets-là, que c'est maintenant, et il me le renvoie avec un autre regard, avec d'autres choses que j'ignorais par rapport à ces sujets que Sembène aborde. Par exemple, la Borom Saret, ça, on a tous amusé avec ça, enfant. On connaît les sarètes, à l'enfance, on rêvait de monter à bord d'une sarète. C'est amusant parce que la manière dont le cheval galope et que la charrette bouge, ça nous amusait vraiment. Et du coup, il y a beaucoup de choses que je connais des sarètes, c'est des gens qui transportent des choses au marché et tout. Mais quand Sembène reprend cette thématique-là, ce sujet-là, et qui me fait comprendre que Borom Saret, c'est en quelque sorte une sarette qui peut jouer transport en commun, une sarette qui peut faire
l'ambulance parce qu'il transporte quelqu'un qui va à l'hôpital. Et Borom Saret, c'est quelqu'un aussi qui peut faire corbillard parce qu'il transporte à l'eau. Et tous ces rôles sociaux que le CV raconte à travers une sarette qui sillonne la ville est arrivé jusqu'au Dakar Plateau. Et la chose la plus violente, c'est qu'en fait, cette sarette est interdite de circuler sur le Dakar Plateau. Donc ça aussi, ça relève un autre message du système capitaliste, que en fait, ces gens-là, avec tout ce qu'ils font dans la vie, dans les trucs, donc ça s'arrête avec les petits hommes, avec la société décente. Mais dès qu'on monte dans une société beaucoup plus supérieure, le rapport avec la société décente et le rapport avec la société plus haut, ça devient violent. Et du coup, ça, c'est des choses qui m'ont donné plein d'enseignements cinématographiques de la vie, de beaucoup de choses. Donc, pour arrêter ça, parce que c'est belle quand on parle de son œuvre, voilà, on peut passer la journée. Antoine, non, Antoine, c'est moi qui distribue la parole. Dictature démocratique. Merci, c'est ça. Et bonsoir. Ma première, comme beaucoup d'Africains d'imagination, ma première rencontre avec ce même, c'est comme écrivain. Pour la plupart de mes camarades, les bouts de voix de Dieu, c'était sur le programme d'école. Et donc, matière à réflexion pour nous, jeunes collégiens, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, au high school, jeunes collégiens pour matière à réflexion sur la production de l'histoire d'une perspective africaine. Voilà. Et les bouts de gloire de Dieu, c'était vraiment le texte qui pour nous, mettait en évidence, je ne sais pas encore si c'est la phrase utilisée, mais mettait en évidence la possibilité de produire l'histoire d'une perspective. Et donc, l'histoire, c'est d'être une sorte d'espace objectif où on enregistrait des événements et le processus délibéré, super intentionnel de Sembène, ce qui est important, ce qu'on highlight, mais aussi comment Sembène, et ça, je vous assure, pour nous, c'était traumatique. C'était vraiment traumatique. Parce que l'intervention de Sembène, pour nous, c'était de dire oui, peut-être le futur est à côté, mais le passé aussi. C'est-à-dire que la production de l'histoire, c'est d'abord un travail d'imagination. Okay? Donc il écrit l'histoire d'une révolte, d'une grève qui ouvre la possibilité à une révolution. Mais il écrit ça pas vraiment simplement pour enregistrer les faits. Il écrit ça pas pour dire ce qui s'est passé, mais il écrit ça pour indiquer ce qui aurait pu se passer. De dire par exemple que la marche entre, je pense, entre Thiès et Dakar est organisée par les femmes. C'est-à-dire que ceux de s'autoriser à inventer le passé, fuck, nous on n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la première rencontre avec cette fille. La rencontre avec son travail de film, c'était, même comme j'ai vu plusieurs de ces films, et que j'ai généralement été intéressé par les images qu'il choisissait de produire, la rencontre avec son travail pour le cinéma, c'était vraiment plus. C'était plus autour de la question
question du réalisable. Plus que plusieurs de nos cinéastes, peut-être pas plus, mais certainement plus agressivement que la plupart des cinéastes de cette génération, Semben a compris que la première question que le cinéma nous devait poser, c'est la question du réalisable. Ce qu'on appelle en anglais self-actualization, c'est-à-dire la capacité d'actualiser votre vision du monde. Donc la question de la capacité. Parce que le cinéma est le domaine privilégié des means of production, des moyens de production. L'imagination, tout ça c'est bien, il faut les caméras, il faut une logistique, il faut une infrastructure. Et donc c'est l'espace privilégié pour réfléchir sur notre capacité de self-actualize. Et je pense qu'une grosse partie du travail de Semben, c'est en fait cette interrogation. Et en tout cas, voilà un peu ce qui attire mon attention. Merci Cisco, merci Antoine et Papofi d'introduire Semben de cette manière-là. En fait, pour moi, comme pour mes collègues, j'ai commencé à rencontrer Semben bien sûr par la littérature et plus tard par le cinéma, mais comme aussi une sorte de figure un peu tutélaire comme ça qui existe, comme une sorte de comment dire, une sorte de figure qu'on peut invoquer et convoquer. C'est vraiment un privilège, quoi. C'est-à-dire que tu te retrouves à pouvoir s'appuyer sur quelque chose, un travail qui a été fait d'une façon assez méthodique, avec une grosse production, sur lequel toi-même tu peux t'appuyer pour raconter quelque chose, ou pour essayer de faire quelque chose. Donc pour moi, ça a été vraiment un héritage, c'est comme un grand-père que tu peux avoir le privilège de convoquer et d'invoquer dans ton travail, de ce que tu essayes de faire. C'est quelqu'un qui a ouvert la voie. Vraiment, pour moi, l'image que je donnerais, tu vois, c'est ce truc qu'on peut avoir vraiment de très sensible, de très proche avec ton grand-père, avec lequel tu peux jouer à la maison, tu peux lui faire des blagues, tu peux rire. Et l'une des choses qui m'a beaucoup marqué sur Semben, c'est vraiment cette colère, mais qui est une sainte colère. Alors, c'est pas une colère de quelqu'un qui se fâche pour se fâcher. C'est quelqu'un qui se fâche pour de bonnes raisons. Et voilà, pour moi, la rencontre avec Semben, c'est la rencontre avec une sorte de figure titulaire, mais que je continue à découvrir aujourd'hui aussi par rapport à son cinéma, à son littérature. Et je pense que pour nous tous, c'est une sorte de legs et un héritage précieux et fondamental. J'aimais cette partie où vous avez dit que c'est aussi évoquer la capacité des gens de chaque génération, Semben et les autres, à faire des films, à dire que nous aussi, on peut faire des films. Et on peut écrire l'histoire dans notre perspective. Quand il dit les bois de Dieu, ça raconte la grève des cheminots de Dakar, Niger, entre Dakar et Bamako. Mais Semben invente totalement la marche des femmes. La marche des femmes n'a pas existé dans la réalité. Mais Semben l'invente dans son roman. Et c'est pour ça que l'interrogation des historiens sur pourquoi ce bois de Dieu n'a pas encore été adapté trouve cette réponse dans cette liberté que Semben a de jouer avec les éléments de l'histoire. La deuxième chose, c'est que quand la difficulté que les gens de la génération de Semben ont eu à faire des films, mais ils les ont fait quand même. Et aujourd'hui, comme tu dis, ces films-là constituent un patrimoine que les jeunes regardent
et duquel ils peuvent s'inspirer. Quand on parle de la Mauritanie, on amène Ondo, qui est quasi inconnu chez lui. J'étais en Mauritanie, j'ai posé la question qui est Maître Ondo, ils ne connaissent pas. Alors que c'est l'un des plus grands cinéastes que l'Afrique ait donné au monde. Et c'est quand même assez problématique de comment on reçoit et comment on s'inspire de ce cela. La deuxième question que je voulais vous poser à tous les trois, mais c'est quelque chose qui a été évoqué dans le film, c'est quand Sembène passe de la littérature, parce qu'il était d'abord écrivain, il a écrit 2 ou 3 livres avant de faire du cinéma, et décide d'aller faire du cinéma parce qu'il trouve que c'est le meilleur moyen de parler à son peuple, comme il disait. Est-ce que vous, dans votre travail, dans votre quête, dans la recherche, dans la réalisation, dans le travail d'artiste, il y a ce souci de trouver le meilleur moyen de s'adresser à un public ou à un plus grand nombre? Est-ce qu'il y a ce souci, on va dire, pratique dans votre quête? Amdi. Ouais, c'est une question pas très facile, mais c'est une question d'adresse, quoi. Moi, ce qui m'a marqué beaucoup quand j'ai commencé à écrire un peu à ce cinéma aussi, c'est tout le travail. Et je pense que la personne la plus particulière, la plus emblématique dans ce travail, c'est Souleymane Cissé. Quand il travaille vraiment son texte, ses dialogues, son scénario dans sa langue locale, pour citer Souleymane Cissé, mais c'est Sembène aussi, on le voit, ce travail, vraiment ce souci de s'adresser à un public africain en mettant en valeur les langues traditionnelles africaines dans le cinéma, mais aussi la distance avec la caméra qui est complètement en opposition de ce qu'on peut voir comme cinéma aujourd'hui très populaire dans les salles de cinéma ou dans les petits écrans. Mais aussi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi dans le cinéma de Sembène, c'est qu'on le voit apparaître beaucoup dans ses films, un moment comme maître d'école, qui fait l'école d'histoire. C'est-à-dire que lui-même, il se met en scène pour incarner quelqu'un qui est dans la transmission. Et quelqu'un qui est dans cette position ne peut que parler à son public parce qu'il est en train de faire le lien, la médiation entre un espace de production et une adresse au public. Donc ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a énormément poussé et inspiré. Alors, aujourd'hui, comment faire ça? Je pense que les époques ont changé aussi par rapport à ça, parce que nos populations, depuis 60 ans, sont de plus en plus éduquées, ils ont accès à beaucoup plein de choses, mais bizarrement, ils sont plus à distance avec les choses fondamentales qui caractérisent nos sociétés, quoi, tu vois. Donc il y a une sorte de paradoxe, quoi. On a plus accès à des espaces de transmission, d'éducation, les grandes universités. Les universités sénégalaises sont réputées pour ça. Mais on est de plus en plus en déconnexion avec nos réalités locales. Par exemple, moi, quand je rentre dans mon village de Fouta, ce qui me marque, c'est que vraiment, c'est terrifiant. Les gens, en fait, ce qui existait il y a 10-15 ans n'existe plus. Par exemple, le Bafat, en fait, ceux qui sont nés il y a 10 ans, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est. Les veillées pour raconter des contes, enfin, tu vois, les gens. On va dire que je suis un jeune vieux moraliste, mais vraiment, c'est vraiment terrifiant. Les gens sont sur leur portable, les gens ne se parlent plus. Il y a quelque chose d'assez terrifiant dans ce sens-là. Moi, j'essaie, par exemple, pour faire des formes aujourd'hui, j'essaie un peu de voir comment on peut faire pour parler un peu de l'art plastique. Si
existent, d'essayer d'imaginer des formes vraiment le plus simples possible. C'est-à-dire que quand je veux faire un objet, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je marche dans la ville ou n'importe quel endroit du Sénégal, et en fait, il y a de l'art partout, et je ramasse des choses dans la rue, et je peux les ramener. Bien sûr qu'ils changent de statut quand je les amène dans cet endroit, mais j'essaie dans ma pratique d'être maintenant de plus en plus simple et de me dire qu'en fait, tout l'art qui existe ici, ou l'art qu'on doit faire ici, existe déjà dans la rue. L'art qu'on voit dans les espaces d'exposition et de démonstration existe sur les marchés, existe dans les rues, existe dans les champs, existe dans nos villages, et que voilà, et je me dis que si les populations eux-mêmes produisent de l'art, si je la montre moi dans un espace, si je les fais muter dans d'autres espaces, ils vont aussi les reconnaître. Je n'ai pas besoin de leur dire que c'est de l'art. Ils n'ont même pas besoin de venir ici pour voir de l'art, puisque c'est eux-mêmes qui le produisent, en tout cas la matière première. Je ne sais pas si je réponds. Oui, ça répond à ça, ça répond à d'autres questions aussi, et ça me permettra de rebondir un peu par Dans le sens qu'Andy, la question elle est complexe. Elle n'est pas facile à donner une réponse. Mais c'est une question aussi que moi, c'est un cinéaste que je ne peux pas mesurer le niveau de son engagement. C'est quelqu'un qui est vraiment engagé dans sa société, dans son territoire, dans qui il est, sa dignité, la dignité humaine. Ça traverse tout son œuvre, son engagement. Et cet engagement qui va jusqu'à aller une sorte de rébellion, en quelque sorte. Tout à l'heure, j'ai évoqué quelque chose qui me lie à Saint-Denis parce que nous avions vécu dans la même société, même si les époques sont totalement distantes, tu vois. Donc, voilà, les sarènes que Saint-Denis racontait, on les voit toujours dans les rues de Dakar. Enfin, dans la banlieue, quoi. Donc, ces questions qu'il évoquait, ces questions qui parlaient, les thématiques qu'il abordait, elle est encore là. Et elle nous interpelle. Et elle nous interpelle en tant qu'artiste. Nous dit aussi, toi aussi, tu dois dire quelque chose à ça. Tu vois, et tout en sachant que c'est elle a dit ça, ça nous encourage, ça nous donne quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour aussi prononcer. Moi, c'est ce que je dis sur Sylvain par rapport à moi, par rapport à ma perception des choses. Voilà. Donc, cette idée que il faut avoir le souci de parler plus au grand nombre dans un langage que ce grand nombre-là comprend. Non, c'est une très belle question, parce que bon, toi et moi, nous sommes journalistes, et une des pierres de nos je ne sais pas comment on dit ça en français, western modernity, mais la conception. La conception moderne de l'Occident, du travail de journaliste, bien sûr, c'est de décrire. Et tu sais, le framing, le fait que le travail du journaliste soit frame comme d'abord la communication, du nom la vie. C'est-à-dire que si par exemple l'école du journalisme et tout ce qui concerne les institutions du journalisme seront sous l'ombrelle du ministère de la Communication. Oui, c'est un cadre qui est défini. Tu vois, voilà. Et cette idée, par exemple, en anglais, du mass media, tu vois, qu'on définit. Voilà, donc moi, je trouve la communication suspecte. Ce qui m'intéresse, c'est la communication, pas la communication. C'est une sorte d'expansion non contrôlée, par exemple,
pas vraiment de la communication, c'est pas comme un PR message qui est donné un peu, ou alors dans le sens classique de l'idée de propagande, dans le communiste ou autre. Ça, c'est la communication. La communicabilité, pour moi, c'est plus important parce que c'est plus top, c'est plus down up. Tu vois, c'est vraiment plus underground, même pas down up. Tu vois, il y a pas sur le régime qui contrôle la distribution de ce message. Bon, comment donc travailler dans la communicabilité comme chez journaliste dynamique? Parce que, bon, pour moi, les faux, c'est d'étendre l'espace que tu fais. C'est d'expandre le mandate. Je parle en français. Le mandate, c'est-à-dire voilà, le mandate du journaliste de l'étendre à l'espace politique. C'est-à-dire qu'une des responsabilités du journaliste aussi, c'est de produire de langage. Okay? Parce que il faut produire un langage nouveau et adapté à nos réalités. Tu ne peux pas, c'est impossible de décrire nos réalités dans les formes actuelles de récits. Donc le travail du journaliste aussi acquiert cette dimension poétique, presque. C'est un peu controversé parce que on nous a dit le journaliste, c'est la personne qui est objective, tu vois. Et puis tu vas maintenant sur quelqu'un qui est quasi subjectif de l'imagination et tout ça. Mais en tout cas, c'est comme ça que nous on reçoit ce travail. Bon, je dis ça pour revenir vers la question du souci d'atteindre les masses. Disons ça comme ça. Cette dissection que je fais entre la communication et la communicabilité, c'est aussi la distinction que je fais entre literature et literacy. La littérature en tant qu'objet. Et maintenant, tu vois, nos institutions sont tellement préoccupées du nombre de lecteurs. On est constamment en train de s'encourager à lire. Les personnes se préoccupent de ce qu'on écrit. Tu vois, nous, on veut se préoccuper des mots qui sortent de nos bouches, des mots, des dessins, des images qu'on produit, qu'on met en circulation dans le monde. Et qu'il y ait des autorités qu'on a votées qui se préoccupent de disséminer ce mot. Bon, c'est pour revenir sur la question, sans rejeter, on a des vies courtes. Moi, je me critique plutôt à me préoccuper du langage que je produis. Tu vois, sans rejeter le travail de communication, il y a des deux moyens. Et je reconnais aussi ça. Alors, Amdine a parlé de Souleymane Cissé, ça me permet de donner juste des éléments parce qu'on parle de Semen qui a été en ex-Union soviétique pour apprendre la technique. Et ça, ce que dit Toné est tellement intéressant en lien avec la démarche de Semen. Semen est allé en Union soviétique, non pas pour faire le cycle complet comme les autres, 2, 3, 4 ans. Semen n'a pas fait 18 mois en Union soviétique. Il est allé, il dit moi j'ai besoin de la technique de savoir utiliser une caméra. Et maintenant, ce que tu dis comme communicabilité, comme literacy, moi je m'en occupe. Et moi-même j'y mets ce que je veux y mettre. Ça, c'est dans sa démarche. Et ils ont été plusieurs à être dans cette démarche-là. Souleymane Cissé a été formé en Union soviétique. Sissako a été formé en Union soviétique, le Malien Ascofaré et d'autres Sénégalais ont été formés non seulement dans le cinéma, mais dans autre chose, dans plusieurs disciplines. Idrissa Ouedraogo a commencé là-bas, après le Burkina Faso, et puis est allé en France. Donc il y a cette idée qu'on se sert d'une technique et puis on y met sa façon de raconter des histoires. Et quand vous prenez l'œuvre de Semen, vous y trouvez des éléments de la façon dont, dans les sociétés dites traditionnelles, je n'aime pas trop ce terme, on racontait, on véhiculait les messages. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez précis chez lui, et surtout dans toute sa filmographie, et même dans son écriture. Alors moi, je voudrais quand même donner, ils ont parlé, chacun a parlé 2 fois, donner le micro
toute la salle s'il y a des questions. Et là, je me mettrai en position de, peut-être pas de modérateur, peut-être donner aussi mon avis sur les questions qui pourraient être posées. Alors, faites circuler le micro, s'il vous plaît. Alors, avant même que quelqu'un décide d'avoir le courage de prendre le micro, Amdi, tu es impliqué dans ce. Pas un peu, il ne faut pas fuir, c'est pas un peu. D'abord, l'école des mutants. C'est en référence à l'école des mutants qui existait. Et justement, ça vient expliquer un peu ce souci de s'adresser au plus grand nombre. Parce que l'école des mutants est arrivée à un moment où on accusait, entre guillemets, Senghor d'élitisme, de ne s'adresser qu'à une infime partie de l'intelligentsia artistique et autres. Et puis, il crée le mutant pour sortir de ce cadre-là, ou en tout cas pour créer un prolongement pour un plus grand nombre. C'est-à-dire que l'université, ou en tout cas la pratique artistique, la réflexion intellectuelle, est disséminée de cette manière-là. Mais dites-nous un peu quelque chose sur le projet, sur votre rencontre, en tout cas le choix de ce cinéaste, grand cinéaste lituano-américain. Comment s'est fait le choix, quel a été le déclic, et puis après comment, sur quel aspect de son travail vous vous êtes appesanti pour ressortir ces éléments-là dans la conversation qu'il y a en Colombie. Oui, merci. En fait, pour revenir à l'école du mutant, en fait, ça c'est un désir, juste le fait qu'il y ait une université du mutant au Sénégal dans ces années-là, la composition de cette université, qui était une université assez particulière où il n'y avait pas vraiment de professeurs, c'était un espace où des chercheurs du continent pouvaient venir travailler sur l'île de Gorée. Et nous a semblé assez intéressant à réactiver comme espace aussi à la fois de production et de mobilisation. Mais c'était une intention assez simple, assez modeste. Et c'est vrai que très vite, les choses ont pris une ampleur un peu. C'est pas énorme, mais c'est devenu un outil de travail, un outil sur lequel on peut s'appuyer pour essayer modestement cette fois de produire à la fois de la pensée, si ça peut exister comme production comme ça, ou quand on a une idée et qu'on peut le transformer en un projet artistique ou quelque chose comme ça. Donc ça a commencé en 2018 et puis on a été invité beaucoup dans des biennales et dans des lieux. Et puis voilà, ça continue. Et l'idée, c'est aussi que c'est pas un projet fixe, c'est-à-dire que c'est un projet un peu ouvert et à chaque fois que quelqu'un collabore avec nous, il est dans le projet s'il veut, tu vois, il peut aussi se l'approprier, et pourquoi Jonas Mekas et ce mécanisme-là? Alors c'est un peu déconcertant parce qu'il n'y a pas de cinéastes aussi différents. C'est vraiment pas le même, c'est pas le même cinéma, ni les mêmes intentions, mais Jonas Mekas est très intéressant comme cinéaste, parce que c'est aussi un cinéaste qui se méfie des récits et du drame. C'est pas quelqu'un qui va. C'est marrant parce que c'est quelqu'un qui a vécu à New York, qui a rencontré, qui a traversé le XXe siècle, il a été dans la même pièce que moi, ça m'a issu, Kerouac, Ginsberg, Burroughs, Andy Warhol, John Lennon, Coelho, tu vois, c'est quand même fou, quoi, c'est bien. En même temps, c'est quelqu'un qui a une façon de faire du cinéma qui est assez étonnante, c'est-à-dire qu'il ne suit aucune règle, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin que le plan
d'avant raconte celui du milieu et se connecte celui qui vient, en fait, tu vois, après. Donc il a inventé un base. Et pour ça, moi, ça me semblait intéressant de le mettre en rapport avec Semben. Même si c'est encore une fois, c'est des zoographies très différentes, c'est une manière de faire très. Tu vois, Semben avait c'était quand même des organisations productionnelles assez lourdes, hein, avec un travail d'écriture en amont assez important, un travail avec des acteurs assez phénoménal, avec des équipes très lourdes, alors que Megas, c'est surtout ma petite caméra Bolex sur le dos avec son frère au début. Je me balade à New York, je filme, en fait, il filme le retour, sa façon de filmer son retour au village. Timinsky, quand il rentre pour la première fois après plusieurs années, il retrouve sa mère, il n'y a rien de plus touchant en fait. Il retrouve vraiment, c'est le quotidien, il va au champ chercher le lait, il passe du temps avec sa mère, il fait des blagues, avec sa copine, on voit ses vieux amis. Mais moi je dirais que c'est un cinéaste de la distance, de la bonne distance. Qui peut à la fois vivre avec nous au quotidien et nous rencontrer quelque chose de fondamental dans ce que peut être au quotidien ou une vie tout simplement. Et c'est aussi un cinéaste en colère, fuck you, j'en ai rien à foutre de Hollywood, je ne suis pas les règles, même si je vis à New York. Et c'est quelqu'un qui a été aussi très important, ils ont créé avec son frère un magazine de cinéma au début, et après ils ont créé l'anthologie du film à New York, qui est l'un des seuls plus grands espaces de mobilisation et de conservation de films underground dans le monde, c'est quand même pas rien. Et c'est quelqu'un aussi qui est aux frontières entre le cinéma, l'art contemporain, l'installation, beaucoup de travail d'entretien avec d'autres cinéastes. C'est vraiment, moi c'est quelqu'un qui me touche beaucoup dans le sens où il démystifie le cinéma, l'image. Qu'est-ce que ça veut dire de produire une image, de la capter, et après d'en faire un récit qui ne coûte pas, c'est pas un cinéma qui coûte cher et qui est accessible à tout le monde. En fait, on peut ne pas écouter la bande-son des films. On parlait des films qui n'ont pas de bande-son. En fait, Jonas Mekas, il a une façon de produire des images, de les monter, on n'a pas besoin de comprendre sa langue autrement que la langue de l'image. Et autre chose qui va beaucoup t'intéresser, c'est que Jonas Mekas, quand il produit des bandes son, il ne va pas les fabriquer, il les prend. Il écoute beaucoup la radio, il prend beaucoup la radio, il va chercher dans les musiques traditionnelles de son pays, et on sait lui, est-ce qu'il fait du documentaire, est-ce qu'il fait de la fiction, de l'expérimental. Mais encore une fois, je pense que si tu les mettais tous les deux un peu dans le film, dans une pièce avec Samuel Esma, ils en viendraient au même, tellement ils vivent dans des réalités et des mondes complètement différents, et ils ont une façon de considérer le cinéma. Je pense que c'est Mekas, lui, il dit en fait tout ça, Hollywood et tout ça, en fait ils veulent juste nous maîtriser, ils font de la mystification et de la neutralisation en nous disant que le cinéma est capable de tout ça. Alors que c'est vrai, lui il nous dit si tu fais un film, tu dois vraiment dire quelque chose, et c'est quelque chose doit être une idée. C'est pas tous les jours qu'on a une idée. Ça nous arrive de temps en temps, on a une idée. Et de là qu'elle soit bonne, il y a encore du chemin. Et donc c'est même une idée, si on doit mettre autant d'énergie, de ressources dans un film, il doit être quelque chose de fondamental pour le plus grand nombre. Oui, je pense que ce qui les lie, s'il y a quelque chose qui peut les lier, c'est ce souci de créer son propre langage pour chacun d'entre eux. Semben est arrivé à un moment où le film ethnologique, ethnographique
était l'image sur l'Afrique, sur les Africains était là. Sepen a reproché à Jean Rouch de filmer les Africains comme des insectes. Ils n'étaient pas d'accord, ils se sont réconciliés bien plus tard, mais il a voulu créer son langage propre en se disant voilà, il y a un cinéma qui est là, qui nous a. Ça rejoint la question de la perspective dont parlait Tony tout à l'heure. Il a créé son propre langage, lourd aussi, face à Hollywood, à New York, dans une machine qui est prête à broyer les gens, où celui qui en sort a créé son langage. Et aujourd'hui, quand tu interroges son œuvre, c'est la plus grande peut-être base de données qui parle de cet espace sur des films auxquels personne ne... En tout cas, une façon de faire du cinéma à laquelle personne ne prêtait attention. Et donc, s'il y a quelque chose qui les lie sans qu'ils soient d'accord sur la façon de faire, chacun a créé son langage. Et ça, c'est important pour un artiste. La signature de langage est très importante. Oui, alors le micro, elle avait vu. Bonsoir, bonsoir. Salut. On était ensemble. Qui permet l'écriture cinématographique de Sembène Ousmane. C'est intéressant parce que pour comprendre l'écriture cinématographique de Sembène, il faut avoir une idée sur son itinérance, sa propre itinérance. Né à Ziguinchor, fils de l'élu, Tchèque, ni chrétien ni musulman, pas tout à fait animiste. Il grandit, il passe, installé à Dakar. Une anecdote, Sembène est arrivé à Marseille, il n'a pas payé le ticket. C'est très intéressant. Il n'a pas payé le ticket. Pourquoi? Parce que Sembène a acheté 3 costumes très beaux et 3 cravates. Et il se pavanait dans le bateau. Il y avait que des blancs. Et on n'a pas contrôlé jusqu'à Marseille. Qui se connaît cette anecdote? Il n'a pas payé le billet. On ne lui a pas demandé son billet parce qu'il est habillé costume cravate et il changeait de costume et de cravate. C'est important de dire ça. À Marseille, il commence docker. Il observe Marseille. Et dans l'évolution, à Marseille, il y a une autre personnalité, une identité remarquable. C'est Lamine Senghor. Lamine Senghor qui est avec Sembène à Marseille, qui font les cafés. Ils connaissent le Maghreb, la France, à Marseille. Il fait ce qu'on a appelé plus tard la manipulation, la manutention. C'est les dockers. Son premier roman, c'est le docker noir. Il s'appelle. Il va à Moscou, dans l'Union soviétique de l'époque. Il fait écrivain déjà. Il fait ses études de cinéma. Il apprend le cinéma dans l'Union soviétique de l'époque. Pas en Occident, non plus à Hollywood. Habité par son patriotisme, son nationalisme, sa lébouillité, il est lébou. Lébou de la presqu'île de Cap-Vert, né à Ziguinchor, famille de pêcheurs.
les péripéties font que son écriture cinématographique pour un écrivain sera une écriture cinématographique autre. À l'époque, l'indépendance, les 2 années suivantes, il y avait un quotidien de bus, paix à son âme, qui est décédé récemment. Patagyan a créé la librairie Sankore au début des années 70 à Ponty, passage 9. Mais il y a aussi un autre élément, c'est que pendant ces époques, du début des années 70, il y avait un collectif subversif, critique. Après 70, après 72, 66, c'est le Festival mondial des Arts. 72, Senghor a exposé Picasso ici, à Dakar, au musée de Mali. Après, c'était Manessier, c'était Chagall. Et c'était un devoir seul, Hollande. Ce bouillonnement culturel et artistique, avec la librairie Patagyan Sankore, tous ces éléments ont fait que Sembène est allé jusqu'à la réalisation de Khala. Khala veut dire en Wolof, impuissant. Abdou Karim Bey, le personnage de Dieu, c'est le prototype de l'impuissance de la bourgeoisie nationale, patriotique, pour résister au colonialisme. Sembène est fêté à Saint-Louis, à l'UGB, Université de Sembène, à Ouaga, le rond-point, Sirikiti, ces artistes, sculpteurs de Ouaga, de Sembène, il y a le centre de ressources Ousmane Sembène à Ducarmen. C'est une bonne chose. La première maison de Sembène, seule au bord de la mer, ailleurs, aujourd'hui entourée, hôtel Océan, aéroport de, ça s'appelait Djallé Tchèb, la maison de Nancy. C'était au milieu des années 60, plus précisément autour de 60. Merci beaucoup, une autre intervention, une question? Merci beaucoup. Tu as bon, apparemment, ils ont été. Quelle fête? Alors, il y a une fête qui a la fête a commencé. Quelle fête? Tu veux ajouter une question après? Non, monsieur, que je voulais remercier Papa d'avoir contextualisé un peu la trajectoire de Sembène, même s'il y a encore. Sembène, c'est une itinérance. Une itinérance. Merci beaucoup. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est que comment on crée en fait des espaces de production et de mobilisation ici, quoi. Comment on peut essayer de faire en sorte que tous les artistes, mais pas que les artistes, hein, les gens qui ont des espaces, les journalistes, ceux qui créent des revues et tout ça, c'est que si on veut être productif et efficace, n'importe quel espace peut être utilisé et partagé. Tu vois, je pense qu'on devrait essayer de faire aussi des films comme ça, des formes comme ça, que ce soit des formes
contemporaines, beaucoup accrochés au mur, des films comme ça, des revues, et vraiment partager, quoi. Partager, ça ne veut pas dire donner, hein, mais à chaque fois qu'il y a un espace disponible, de le partager avec le plus grand nombre. Et c'est comme ça qu'on crée des récits et qu'on peut avoir une vision un peu ensemble, faire un chemin ensemble. Merci Elodie. S'il n'y a pas de questions, Mathieu, vous avez jusqu'à quelle heure ici? Jusqu'à minuit. Après, il y a aussi la possibilité de boire un coup, on peut aussi continuer à discuter. Oui, mais soyons dans la communication. Après, on sera dans la communicabilité. On reste dans un cadre formalisé. Alors, moi, ce que j'aimerais dire, et peut-être qu'une question va venir après, c'est ce lien quand on voulait être cinéaste, parce qu'il y a ceux qui se sont formés sur des plateaux de tournage, des gens qui se sont formés sur le tas et autres. Il y en a qui étaient écrivains, qui sont devenus cinéastes. Mais ceux qui se sont formés dans des cadres institutionnels sont allés dans plusieurs écoles. Et c'est ça qui est particulier en Afrique, c'est que certains et d'autres sont allés en ex-Union soviétique. Il y en a qui sont partis en Italie et d'autres sont partis à Lydec en France. Il y en a qui sont partis à Vaugirard en France. Il y en a qui sont partis au conservatoire en France. Tout ça donne un faisceau de perspectives, de façon de faire du cinéma. Quand vous regardez même dans le groupe de ceux qui font les documentaires, vous voyez que les perspectives ne sont pas les mêmes. Jean-Marie Thérault ne filme pas de la même manière que Samba Félix Ndiaye, considéré comme le père du documentaire en Afrique. Djibril Diop Mameti, qui n'a pas fait d'école de manière formelle, ne filme pas de la même manière que Benjamin Ebe, qui n'a pas non plus fait à ses débuts, qui était journaliste, mais qui sont dans le même courant. Djibril Diop Mameti était comédien d'abord à Sorano et il a été exclu pour indiscipline. Et l'année qui a suivi, il a fait Contra City pour poser un regard subversif et critique sur l'architecture de Dakar. Il transforme tous les lieux en autre chose qu'ils le sont. Le théâtre Sorano, beaucoup de choses. Et ça, c'est son cinéma. C'est Tuki Tuki, c'est pour ça que Tuki Tuki au début n'a pas été compris. Il invente un langage. Et c'est pour ça que c'est là que les gens, sans faire le même cinéma, se rejoignent. Chacun fait son chemin, crée son langage à partir de son expérience propre. Moi, s'il y avait une dernière question à poser, comment, et c'est Amdine qui va peut-être répondre, parce que c'est lui qui est directement lié au... Comment des lectures de l'histoire, comme on semble le faire ici, on le fait ici, peuvent se déployer. Comment on peut lire des choses qui se sont passées, qui ont posé des langages, qui ont posé un cadre, aujourd'hui, à travers, avec quelles précautions il faut prendre, quel regard il faut avoir, quelle perspective, pour interroger ces mouvements, ces pans de l'histoire, et faire aujourd'hui quelque chose, comme ce film, ce dialogue, au moins il est magnifique. On parle de Sembène, on parle de Mekaz, mais on parle des gens, les deux là parlent aussi d'eux-mêmes, de leur façon, de leur vision des choses. Comment est-ce qu'on peut interroger l'histoire et sortir des choses comme ça? Moi, j'aime bien ce que disait Anthony tout à l'heure, c'est de ne pas figer l'histoire, de ne pas s'appuyer que sur ce qu'il y a
mais ce qui pourrait advenir aussi, tu vois. Et ici, c'était très intéressant parce que ces deux personnages, deux artistes qui ont une production assez intéressante, qui ont traversé des époques assez fondateurs par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et je pense qu'il y a aussi cette idée de se dire, de prendre la liberté de faire de la spéculation. Tu vois. C'est un travail assez intéressant de se permettre de spéculer sur le réel, mais aussi de s'appuyer sur le passé pour inventer quelque chose qui pourrait advenir. Donc on a travaillé comme ça. Moi, je n'étais pas là tout le temps, mais il y a eu beaucoup de travail, de documentation, de lecture. On a acheté en fait tous les livres. MECAS a produit aussi énormément de livres d'artistes, de films d'entretien. Donc on a regardé tout ça. On a été à Kaunas, puis ils sont venus à Rome quand ils étaient en résidence. Moi, j'ai participé au nous passons aussi à Dakar. Mais il faut dire aussi que c'est un début de film. Exactement, je t'ai posé la question, quelle est la suite? C'est vraiment au début du dialogue. L'idée, ce serait peut-être d'arriver à un moyen métrage, en rentrant un peu plus dans le monde des artistes et d'essayer d'inventer une façon de raconter un peu l'histoire. En fait, c'est un peu aussi un film d'école et aussi on apprend à faire 4-5 sur le film. Tu vois, travailler ensemble. C'est pas évident parce qu'il y a. Moi, j'avais un peu plus de distance, un peu plus de retenue sur le discours, tu vois, justement sur cette peur de facilité de dire. Tu vois, de sortir la bonne formule, la bonne phrase. Ils étaient plutôt en train d'imaginer comment Sembène et MECAS se retrouvaient vraiment. Tu vois, qu'est-ce qui se passait en termes de solidarité, par exemple, entre deux artistes, un artiste africain, un artiste lituanien qui se retrouvent eux-mêmes en situation d'exil aux États-Unis en 60. Les époques qu'il y avait, par exemple, l'époque de Reagan, ce genre de choses, en fait. J'essayais de me dire, mais comment on peut, des artistes aussi différents, avec des géographies aussi différentes, avec des histoires aussi différentes, s'ils se rencontraient dans un contexte étranger comme les États-Unis, comment ils pourraient créer des espaces à la fois de collaboration, de solidarité, mais aussi de curiosité, parce que beaucoup d'artistes qu'on vénère ici ou ailleurs manquent beaucoup de curiosité. Ils auraient demandé, est-ce que ces mecs seraient assez curieux pour rentrer dans le monde de MECAS, et est-ce que MECAS serait assez curieux pour rentrer dans le monde de Sembène? Et est-ce que ce désir de rencontre entre deux mondes, entre deux façons de voir, entre deux langues, est-ce que ça pourrait créer quelque chose d'intéressant pour notre rêve aujourd'hui? Moi, j'étais plutôt dans cette perspective, mais je dois avouer que ce qui sort là est un bon début et c'est pas mal. C'est une forme assez intéressante. Mais ce que tu dis aussi est quelque chose qu'on peut explorer. Qu'est-ce que, et c'est là qu'on enseigne la fiction, qu'est-ce que ça aurait pu donner? Je parlais tout à l'heure du lien que chacun d'entre eux a créé son langage. Alors je vais essayer d'être peut-être dans la poésie, mais l'autre lien, c'est que peut-être il y a une étoile qui s'est penchée sur chacun d'eux. L'un est né le 24 décembre, Noël, tout ça. L'autre est né le 1er janvier, jour de Nouvel An. Bon, le lien est là, voilà, cette semaine de fête et tout. Et puis, le MECAS quitte aussi, même s'il évolue aux États-Unis, qu'il fait sa carrière aux États-Unis, mais il évolue, il vient d'un monde dit communiste. Voilà. Et peut-être que le dialogue, c'est un bout par lequel on peut prendre ce dialogue aussi, en se disant comment les deux interrogent
cette vision politique, idéologique du monde. Senghor là, je dis Senghor. Sacrilège. Sembène là a installé une perspective, à partir de l'Afrique. L'autre a installé une perspective à partir de New York, au cœur du capitalisme. Qu'est-ce que cela aurait donné? Mais il ne faut pas renoncer à cette voie-là. Non, il faut pas renoncer. En 60, Mékas, il a une position très critique sur le communisme, Staline, tout ça, parce qu'en fait, pour lui, en fait, il dit que Chmielevski, son monde, tu vois, qui est un monde paysan, un petit village letchérien, il dit que les civilisations lui ont volé son paradis. Et donc, il a fait un film qui s'appelle Lost dans les années 70 et qui raconte un peu ça. En fait, il raconte ce monde perdu, tu vois, ces civilisations décadentes qui font des camps de concentration, des camps les pogroms, les camps de rétention, et puis le nazisme. Et puis il arrive aux États-Unis, c'est le capitalisme, c'est le conservatisme. Donc il est dans un monde intérieur complètement bouleversé, contraint. Et à la fin du film, il semble être un peu réconcilié avec un peu tout ça, parce qu'il trouve une famille. Il trouve une famille de routards, comme les Beat Generation. Il rencontre d'autres artistes, il crée une famille, quoi. Et là, à partir de là, ils peuvent commencer en fait à avoir une voix nouvelle, et il y a des possibilités, même dans le chaos et la violence, ils savent qu'il y a une nouvelle liberté acquise. Et j'aime bien cette trajectoire aussi. Alors, s'il n'y a pas une autre intervention, une autre question, moi j'aimerais demander juste à Pavlopi et Toné, après avoir vu ce film, cette restitution d'un film qui annonce peut-être autre chose, qu'est-ce que cela vous inspire peut-être comme commentaire, mais du point de vue du cinéaste que tu es et du journaliste que tu es. Déjà, essayer de faire l'approcher des cinéastes qui sont différents de pays, différents de naissance, différents de l'univers de comment faire le cinéma. C'est ça la richesse du cinéma pour moi, la diversité culturelle, des points de vue différents, la manière d'aborder des questions différentes. C'est ça qui enrichit le cinéma. Et pour moi, ce film va dans ce sens pour amener à faire dialoguer des univers qui sont de différentes façons de faire du cinéma. C'est quelque chose que le cinéma devrait avoir l'habitude de faire. Concernant ce film, je pense qu'il y avait Valérie Ozouf quand il venait de tourner ce film. Ils ont même passé à Sylvie Borgneux, on a échangé, parce que ce que j'ai vu qui est en train de se réaliser, c'est qu'en fait une sorte de dialogue, d'échange sur l'œuvre de Sylvain et l'œuvre de Yona Bekas, que je ne connais pas très bien, mais ce que le film donne actuellement, en tout cas, ça donne envie de découvrir vraiment le film qui va venir, parce que prendre un acteur comme Al-Sansi, qui représente Sembène, et l'autre qui représente Yona Bekas, ils sont en train de dialoguer à la plage. Ça, déjà, c'est quelque chose. Il y a un truc généralement dans la narration de la trajectoire de Sembène, en général, il y a un élément de sérieux. On dit, ok, this guy was a like il est clair, déterminé, articulé, single-minded. Et pour moi,
pour moi, une des dimensions du jeu de cervelle, comment le mot c'est, comment on dit, irrévérence. Comment il est irrévérent par rapport à ça? Il n'a pas de respect de l'océan. Il est un peu irrévérencieux. Il est tellement irrévérencieux, pas possible qu'il s'autorise à instrumentaliser. That, for me, is the biggest play. The biggest play is when you can turn l'invention sacrée de l'industrialisation occidentale comme ton jeu. Mais le jeu, ça ne veut pas dire que tu es playful. Tu vois, parce que quand on caractérise ces mélodies il est serré, c'est parce qu'il est pas playful. Tu vois, il n'est pas playful comme Jibril. Parce que Jibril était playful, tous ses gestes étaient une sorte de danse. C'est même son jeu, ça fait de tourner la machine elle-même à un jouet. C'est pas d'être un joueur, c'est de tourner la machine elle-même. Pour moi, c'est next level. C'est next level irreverence. Tu vois? Et c'est ça que l'histoire du cinéma reproche à Seven. C'est qu'il n'a jamais pris le cinéma au cinéma. And I think, yeah, fuck yeah. Parce que tu vois, moi je pense que une émission de nos premiers modernistes, là, les écrivains musiciens, c'était en fait des trucs. Tu vois, c'était des choses à faire. Des trucs, pas faire pratique, des trucs. Mais vraiment. Et quelque part, ce truc n'a jamais quitté cinéma. Il n'a jamais vraiment performé le cinéaste. Non, c'est et je dis tout ça pour revenir dans le sketch, tu vois, justement de avec lui et ses collègues, parce que pour moi, poursuivre ce que Amédée suggérait, c'est de pouvoir arriver et ça, comme tu dis, démystifier le truc. Moi, je pense que c'est bien de le sérieux. Pas plus de sérieux, tu prendrais et qu'il faut le dire. Ce que tu as un peu, c'est un instrument. C'est un outil. Ça ne devient jamais mythique. C'est un outil périlleux. Et tu vois, l'histoire de l'art ne lui pardonne pas ça, en fait. On lui en veut d'avoir tourné le cinéma à un outil de libération. Tu vois un peu, ça devrait être. Normalement, on devrait s'agenouiller devant le truc et dire God. C'est même plus fort que that. Et ça, pour moi, c'est vraiment. Et je pense que c'est quand il dit dans un film de Charles, quand il dit les politiciens les hommes politiques font du cinéma, ou ils font des films. Et c'est une façon de dire, oui, le cinéma a été inventé, il y a un cadre, il y a un mouvement, mais nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous prenons ça, nous balançons ça comme nous voulons, comme la farine, comme le boulanger ferait avec la farine, et nous sortons quelque chose. Mais je pense que l'industrie cinématographique lui en veut, lui en a voulu, mais je pense que depuis quelques années, depuis sa mort, quelques années après sa mort, il n'y a qu'à voir tout ce qu'il y a, tout ce qui est en train de sortir, tout ce qu'il y a comme intérêt nouveau pour le travail de Seven, pour montrer qu'il a été à l'avant-garde de quelque chose et que... Oui, c'est ça la référence. Je sais que c'est le plus vivant, mais oui, peut-être qu'il aurait encore eu des choses à dire, mais c'est bien aussi qu'il ne soit pas là et que l'on interroge les choses sans que lui-même décide de mettre du sable dans le mousseau. Voilà, et ça c'est quand même quelque chose de très très intéressant. Et puis après on se mettrait à dire qu'est-ce que c'est même pour les pensées de ça. Et puis on crée toute une fiction autour de ça. C'est en cela que c'est intéressant de voir
comment ces deux-là se parlent et qu'est-ce qui se serait dit aujourd'hui dans ce 21e siècle où on interroge tout, où c'est l'époque de MeToo, où c'est le climate change is a hoax, comme on dit là-bas, de l'autre qui ne respecte pas ses engagements, de quelqu'un qui est condamné à telle chose qui ne vient pas. Donc ces mélanges-là, quel serait le regard sur ces sujets comme ça, avec comment est-ce qu'il tournerait le monde en dérision aujourd'hui, comme Megan l'a fait et comme Sylvain l'a fait, chacun de son côté. 30 secondes. 30. Je compte, je vais compter. Faut compter. Faut compter, hein. J'ai pas commencé. Faut compter. Vas-y. C'est pour ajouter un complet. Sembène. Sérieux, militant, national, patriote. Il a été armée française et Bokoria. Sembène est réputé pour, je ne dis pas sa réputé, sa rigueur. Mais Djibril Diop, l'homme de toutes les beautés. L'homme de toutes les lauréat à Cannes, son surnom, c'est l'homme aux semelles de vent. La dimension ludique. Djibril faisait du cinéma comme s'il s'amusait, comme s'il jouait. L'homme aux semelles de vent. C'est le nom de Djibril Diop Mambéty. Merci. Vous avez juste une question. Est-ce que l'un et l'autre, je peux parler fort, j'ai jamais parlé dans un micro. Est-ce que l'un et l'autre avaient connaissance de l'existence? Est-ce qu'ils connaissaient leurs œuvres? Est-ce qu'ils sont de la même génération? Sembène et les deux metteurs en scène. Oui, ils sont nés, mais est-ce qu'ils avaient connaissance de l'œuvre de l'autre? Et ça, c'est une question que les gens se posent. Est-ce qu'ils se connaissaient? Oui. Peut-être non. Peut-être non. Peut-être oui. L'un connaissait les uns, Megan connaissait le travail de Sembène. Peut-être que Sembène connaissait. On ne sait pas. On ne saura jamais. Peut-être que si les archives nous permettaient de revenir sur ça, on pourrait. Alors, on va terminer la conversation autour de verre, mais avant, les patrons de Rome voudraient prendre le micro. Moi, je vous remercie et je remercie les panélistes, je vous remercie. C'est pas moi. Moi, j'ai dit les patrons. La hiérarchie. On voudrait d'abord remercier d'avoir été là ce soir, remercier les panélistes, remercier notre chef, son cours, remercier encore remercier Célébrium et Dimitri Rouge et toute son équipe, remercier l'équipe de Rome, vous inviter à boire un petit verre et continuer la conversation là-bas plus loin. Et je laisse ma collègue Philippe vous annoncer le prochain programme public de la semaine prochaine avant la conférence. Alors, on a deux programmes publics pour continuer la conversation autour de l'exposition de Nathalie Bayrak, Boutique à Patates, ce qui veut dire inachevé. Et ça va se dérouler vendredi, le 29 à 18h. Et ce sera sur 3 temps, et on commencera avec le 29 novembre sur l'enracinement et lecture performance avec des amis intimes. Et aussi le 30 novembre à 15h sur la guérison, une conversation féminine autour de la transmission épigénétique. Donc vous êtes toutes invitées et on vous remercie encore. Bonne soirée.